Le principal problème des entreprises africaines, c'est de s'ouvrir à l'international. Et nous ne cessons jamais de le dire. Plus vous ouvrez à l'international, plus vous gagnez des parts de marché. Vous ne vous contentez plus du marché local. Une entreprise, par exemple, qui est basée en France, a près de 60 millions, 66 millions de potentiels clients. Donc, elle ne se contente plus du marché local. Et ça, c'est très important. Vous regardez Business 54, votre magazine de l'Afrique qui gagne. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité aujourd'hui est Freddy Dominique Nzanga. Il est le président de la Chambre internationale pour le conseil et la promotion des entreprises. Consultant senior développement des entreprises, il est également représentant Afrique d'une entreprise française de vente de matériel d'occasion, de bâtiments et travaux publics. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre internationale pour le conseil et la promotion des entreprises. Expliquez-nous rapidement ce que c'est. Voilà, la Chambre internationale pour le conseil et la promotion des entreprises est une plateforme internationale qui a pour but de promouvoir les entreprises africaines à l'international. Je me suis rendu compte que les entreprises africaines manquaient de visibilité à l'international. Elles n'étaient pas très connues, ou alors il y avait des possibilités de se faire connaître, mais que les entreprises, les responsables africains connaissaient mal. Donc, à travers cette plateforme, je me suis donné pour mission de promouvoir l'Afrique, de promouvoir les entreprises africaines, parce qu'il y a beaucoup de choses à offrir, beaucoup de choses à recevoir. Donc, c'est cette plateforme de promotion des entreprises, de visibilité à l'international des entreprises que nous sommes. Permettre aux entreprises d'être visibles à l'international afin de faire du business avec des entreprises étrangères, asiatiques, européennes, américaines. Et en plus de cette visibilité, la Chambre internationale est aussi un organisme, comme les chambres de commerce, qui organise des forums économiques. Là, nous préparons le 13e et le 14e forum. Donc, c'est aussi un espace de communication, de mise en relation de l'offre et de la demande. Parce que avec les difficultés qu'ont les entreprises africaines à se faire connaître, à promouvoir leurs activités, donc la Chambre est une caisse de résonance, de diffusion des opportunités d'affaires. Merci d'être avec nous. Nous allons développer votre initiative tout à l'heure. On part en Côte d'Ivoire. Le numérique au service des mamans. À Abidjan, une jeune entreprise a conçu un carnet de santé électronique, un système qui vous rappelle par SMS quand il est temps de faire vacciner votre enfant. Une initiative qui marche et qui attire les mamans ivoiriennes. Regardez. Elodie Dogo est une jeune maman. Sa petite fille a tout juste 1 mois et demi. Et aujourd'hui, elle se prépare pour une visite médicale nécessaire. Elle doit faire vacciner son bébé. J'ai besoin de prendre mon carnet, le carnet de l'enfant, et je prends le sac avec le téléphone. Si son téléphone est si important, c'est que c'est grâce à lui qu'elle n'a pas oublié ce rendez-vous. Elle a reçu une alerte par SMS il y a quelques jours. Samedi, j'ai reçu un message. Il me dit que j'aurai la visite même aujourd'hui lundi. Et c'est très important pour ne pas oublier, pour que je sois toujours en règle pour l'enfant. Ce système de rappel n'est pas un service de l'État. Pour en bénéficier, cette jeune Ivoirienne a souscrit à un abonnement via une société privée. Le service lui coûte 1000 francs CFA par an. Direction le centre de vaccination de l'hôpital d'Abobo. Un passage obligatoire pour tous les nouveau-nés de cette commune d'Abidjan. Le bébé d'Elodie a droit à ses 2 premières injections après la maternité. Et la particularité de ce centre de santé, c'est qu'après l'enregistrement dans les registres classiques, Elodie complète aussi son carnet électronique de vaccination. Donc on prend son nom, le numéro de téléphone et puis les vaccins qu'elle a fait aujourd'hui. On note plus son rendez-vous à venir pour qu'on puisse la rappeler pour le prochain vaccin. Elodie reviendra donc dans 1 mois avec encore une fois une piqûre de rappel sur son téléphone. Un outil très efficace pour cet hôpital. On a dit les dates de rendez-vous, on écrit, mais malgré ça, bon, elle ne venait pas. Et là, avec les appels, bon,
Elles sont régulières maintenant. Elles sont régulières. La preuve, cette année, on a vacciné plus que l'an passé. En Côte d'Ivoire, 85% de la population reçoit la première dose des vaccins. Mais le taux de rappel, lui, est très faible. C'est devenu un enjeu de santé publique. C'est au centre de vaccination international que OPI SMS a ouvert ses premiers bureaux de vente d'abonnements. Car pour attirer de nouveaux clients, leur stratégie est simple. Être au plus près des patients à la sortie de la consultation. Bonjour madame. Bon, madame, ici c'est le service rappel vaccin. La start-up a lancé ce service en 2011 en partenariat avec le ministère de la Santé et ça marche. Par jour, on peut recevoir au moins, compte tenu, si on veut compter les mises à jour, ça peut valoir 300 personnes par jour. Ils sont déjà 500 000 à avoir opté pour ce carnet de vaccination électronique. Derrière ce chiffre impressionnant, dans ses bureaux d'Abidjan, la start-up travaille en équipe réduite. Une poignée d'employés suffit à faire fonctionner le service. Là, nous sommes dans la salle des développeurs. Donc ici, les gens travaillent à l'amélioration de la plateforme qui se fait ici. C'est ici que les informations clients sont enregistrées et que sont programmés les rendez-vous suivants. Kwame Yves Nassia. Le nombre d'abonnés est en constante progression. Dans un pays où 80% de la population possède un téléphone mobile, OPI SMS a réussi à concevoir une technologie adaptée qui répond à un besoin national. C'est lors d'une prospection que nous avons compris qu'il y avait un souci au niveau des rappels des vaccins. Donc de là est venue l'idée de pouvoir automatiser les rappels par SMS. OPI SMS a donc tout d'un service public. Sauf que pour cette société privée, il faut trouver des solutions pour être rentable, tout en restant accessible aux usagers. Pour se financer, l'entreprise touche déjà les subventions d'une ONG, mais elle espère bien convaincre aussi le gouvernement. Ce matin, ils ont rendez-vous au ministère de la Santé. Le dossier est déjà bien avancé. Dans 2 mois, le cabinet lancera l'inauguration officielle du carnet électronique de vaccination. L'objectif, c'est qu'à court et moyen terme, qu'on ait un maximum d'enrôlés. Nous tablons, comme je dis régulièrement, nous tablons au moins sur 1 million d'enrôlés. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même 22 millions d'habitants. Et malheureusement, à 500 000, vous voyez un peu le gap. Alors, l'équipe d'OPI SMS en profite pour soumettre ses propositions, à commencer par la prise en charge financière du service par l'État. Mais le vaccin en lui-même est gratuit, n'est-ce pas? Et lorsqu'on lui dit de payer 1000 francs pour pouvoir bénéficier du service, c'est à ce moment-là qu'il y a un blocage. Rendre le service gratuit et même obligatoire, c'est peut-être l'étape suivante pour OPI SMS, à condition d'avoir l'appui du ministère. En attendant, l'entreprise continue de se développer. Elle a déjà des agents dans 135 sites. À terme, elle veut être présente dans 1700 centres de santé. Voilà pour ce reportage. Freddy Dominique Nzonga, comment analysez-vous la situation des entreprises africaines? La principale préoccupation des entreprises africaines, c'est le financement. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est la mission première que la Chambre internationale pour le conseil et la promotion s'est donnée, de trouver des réponses précises sur le financement des entreprises. Donc, cette préoccupation a été l'épine que nous avons voulu sortir du pied aux entreprises africaines, leur permettre d'obtenir le financement. Et je pense qu'à travers ce financement, les entreprises africaines seront à même de répondre au même niveau, au même pied d'égalité que les entreprises européennes. C'est une situation aujourd'hui qui est dramatique parce qu'elles n'arrivent pas à avoir accès au financement, mais ça va se régler très rapidement parce que la plupart des investisseurs aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, veulent accompagner les entreprises africaines. De plus en plus de réseaux d'investisseurs, même des banques, commencent à revoir leur manière de fonctionner, et il y a quelque chose qui est très important qui se met en place et qui est un peu proche des coutumes et des civilisations africaines, c'est le crowdfunding. Le fonctionnement du crowdfunding, c'est exactement le modèle des tontines africaines qui est revu, stratifié, organisé,
et qui va aussi permettre à des personnes de se mettre ensemble et de soutenir des projets d'entreprise. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je ne vois pas l'Afrique, l'entreprise africaine comme très en retard. Je vois plutôt l'entreprise africaine comme dans un véritable tremplin qui va lui permettre aujourd'hui de rattraper ce que certains appellent un retard. Moi je vois un peu ça comme une opportunité et qui va permettre aux entreprises africaines même de venir dépasser les entreprises européennes qui peut-être se sont targuées d'être en avance, mais ce retard est une véritable opportunité parce que ça va permettre aux entreprises africaines de brûler les étapes. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller stade par stade comme l'ont connu les entreprises européennes ou asiatiques. Nous allons brûler les étapes en Afrique. Et ça ne me surprendrait pas que les entreprises africaines et l'Afrique se retrouvent dans quelques années comme le leitmotiv, le leader dans l'investissement, dans l'entreprise, dans les opportunités. Au jour d'aujourd'hui, on le voit à travers des initiatives qui sont prises dans certains pays et qui aujourd'hui sont des exemples même où on va puiser des projets en Afrique parce que l'Afrique aujourd'hui est une réserve de par son originalité, de par sa spécificité. On se rend compte que c'est un véritable réservoir à projets et ça c'est très intéressant. Selon vous, quelle solution pour le développement des entreprises africaines pour qu'elles puissent avoir des parts de marché dans d'autres continents comme c'est le cas avec les multinationales en Afrique? Le véritable problème des entreprises africaines, si je peux appeler ça problème, en fait, c'est juste un éclairage qu'il faut leur apporter. C'est d'être aussi présent à travers le monde. Parce que pour gagner des parts de marché, il faut déjà avoir l'information. Il faut être là où les choses se décident. Et le simple fait d'avoir l'information est de nature à avoir une longueur d'avance sur les autres. Donc, il faut que les entreprises africaines se démarquent, soient présentes à travers le monde, soient représentées en Europe, aux États-Unis. Et l'avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a la possibilité d'être présent, tout au moins à travers une vitrine. Avoir une vitrine, une antenne, un relais, un commercial, permet déjà d'être visible. Et nous le faisons très bien avec les entreprises françaises que nous représentons en Afrique à travers un commercial, un bureau commercial, qui parfois représente même plusieurs entreprises. Vous êtes visible à travers un échantillon de produits, après vous êtes visible à travers un commercial qui fait un travail de terrain, et progressivement l'entreprise se met en place à travers une unité de fabrication qui se développe progressivement. Nous avons déjà pu accompagner plusieurs entreprises européennes dans ce sens-là. Elles ont commencé progressivement. Au jour d'aujourd'hui, elles sont représentées à travers des équipes. Donc, le principal problème des entreprises africaines, c'est de s'ouvrir à l'international. Et nous ne cessons jamais de le dire. Plus vous ouvrez à l'international, plus vous gagnez des parts de marché. Vous ne vous contentez plus du marché local. Une entreprise, par exemple, qui est basée en France, a près de 60 millions, 66 millions de potentiels clients. Donc, elle ne se contente plus du marché local. Et ça, c'est très important. D'avoir un nouveau marché, de nouveaux marchés, parce que il y a plusieurs Africains en France qui sont de potentiels clients. Si vous avez des produits ou des services que vous proposez en Afrique, vous avez aussi la possibilité de venir en Europe proposer à cette clientèle qui va grandir. Donc, c'est une véritable opportunité que de s'ouvrir à l'international. Les matières premières en Afrique ont depuis des décennies été exportées vers l'Europe pour être traitées puis réimportées. Mais certains entrepreneurs inversent la tendance, tels que les chocolatiers d'Ouganda. Ils travaillent pour garder les bénéfices de leurs fèves de cacao chez eux pour stimuler le développement. Regardez. Le chocolat, produit phare des fêtes de fin d'année, connu pour ses vertus aphrodisiaques. Et pourtant, très peu de personnes savent d'où il vient. 68% du cacao utilisé par les grandes marques Nestlé, Hershey ou encore Godiva est produit sur le continent africain. Un tiers est récolté dans des plantations familiales comme ici en Ouganda en Afrique de l'Est, une région qui exporte beaucoup moins que les grands producteurs comme la Côte d'Ivoire. Stephen Sembouya, entrepreneur ougandais, et son ami d'enfance Félix Okouye ont décidé d'inverser la tendance. Après avoir hérité de la plantation familiale, Stephen a créé son entreprise Pink Food Industry. Il espère propulser son pays parmi les premiers exportateurs de cacao du continent. It's ranked 5th in Africa at the moment.
Aujourd'hui, nous sommes à la 5e place. Nous produisons 20 000 tonnes par an. Grâce à la promotion que nous sommes en train de faire, je peux vous garantir que d'ici 5 ans, nous serons capables de produire le double, notamment grâce au climat favorable en Ouganda. Mais l'exportation de fèves de cacao n'est pas le seul but. Stéphane et Félix ont décidé de transformer eux-mêmes leurs fèves en chocolat, cacao en poudre ou encore en beurre. Pour Charles Ossissi, qui soutient les jeunes entrepreneurs dans le pays, 80% de la valeur du cacao part avec l'exportation. Lorsque le cacao est vendu comme produit brut non transformé, cela crée de l'emploi dans tout le pays où il a été exporté, pour des personnes qui travaillent dans toute la chaîne de production du cacao. Du coup, nous avons contribué à une seule étape de la chaîne, la production. La culture de cacao existe dans le pays depuis plus de 100 ans, mais elle a atteint des sommets dans les années 60. Après des années de négligence de la part du gouvernement et un manque de financement, le cacao est de nouveau au cœur de l'économie. Certains experts disent même que c'est plus rentable que le café. Aujourd'hui, Stéphane et Félix ne peuvent vendre leurs produits transformés que dans la capitale ougandaise Kampala. Ils espèrent étendre leur marché à travers le pays et à terme exporter aussi leurs barres de chocolat. La production a un coût. Et si vous n'êtes pas patient, c'est fatigant et vous pouvez vite abandonner. Mais nous avons un rêve, nous voyons une niche. On importe environ 15-20 millions de dollars de chocolat, de produits dérivés du cacao. Donc en tant que tel, il y a de l'argent à se faire. Donc c'est ça notre volonté, que nous tirions tous un profit de ce produit. Grâce à leur barre chocolatée, Félix et Stéphane espèrent faire de ce produit de luxe en Ouganda un produit accessible à tous. Une barre de chocolat made in Ouganda coûte 1,80 $ contre presque 6 $ pour du chocolat importé d'Europe. Retour sur le plateau de Business 54 avec Freddy Dominique Nzanga. Alors, Monsieur Nzanga, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour nouer des partenariats avec d'autres entreprises? La stratégie, elle est simple. Nous sommes dans un espace d'offres et de demandes. Nous avons des entreprises africaines qui ont des produits et des services à proposer. Et nous nous rendons compte que les entreprises européennes, américaines ou asiatiques ont aussi des offres et des besoins à proposer. Donc ce que nous faisons, c'est que nous sommes un peu comme une banque des entreprises. Nous recensons les entreprises à partir d'un fichier qui nous permet de savoir quel est le service, quelle est l'offre, et nous regardons dans notre fichier également quelles sont les entreprises qui correspondent exactement à la demande ou aux offres exprimées par les entreprises. Et à ce moment-là, le rapprochement, il est facile. Nous avons des entreprises, par exemple, qui recherchent des financements. Nous avons de l'autre côté des entreprises qui proposent du financement. Donc, le rapprochement est facile à faire. Nous avons d'un côté des entreprises qui proposent des biens immobiliers. Nous avons de l'autre côté des besoins immobiliers. Nous avons des entreprises d'un côté qui proposent l'agrandissement, la rénovation des infrastructures industrielles. Nous avons auprès des entreprises européennes des entreprises qui proposent un accompagnement pour la rénovation des infrastructures industrielles. Et ça, c'est des choses que nous faisons tous les jours dans l'offre et la demande. Nous avons, pour être plus précis, pour prendre un cas de ce qui nous est arrivé au sein de la Chambre, c'est que nous avons pu mettre en place un partenariat avec une société canadienne qui propose des facilités d'immigration au Canada. Vous savez, le Canada est le deuxième grand pays au monde. C'est 35 millions d'habitants pour 10 millions de kilomètres carrés. C'est plus de 10 fois la France et avec une population vieillissante. Il y a une entreprise canadienne que nous représentons qui a pour service d'accompagner des personnes qui veulent obtenir un visa au Canada. Donc, nous avons mis en place des accords de collaboration entre cette société canadienne et nous en Europe et en Afrique. Donc, nous réorientons les dossiers que nous obtenons, les demandes d'immigration que nous obtenons pour cette société canadienne-là. Et ce type de collaboration est valable dans beaucoup de domaines où vous pouvez mettre en place des accords de collaboration qui vous permettent soit de fournir un service, de représenter une entreprise ou de représenter un produit
Voilà comment, non seulement pour nous-mêmes, mais pour d'autres entreprises, nous le faisons très bien. Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, s'est transformée en vaste chantier de construction. Immeubles, routes et lignes électriques surgissent dans toute la ville. Un développement orchestré par les investisseurs, mais aussi par le gouvernement. Regardez. Le bruit des marteaux-piqueurs à n'en plus finir. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, est en plein boom immobilier. Les investisseurs ne manquent pas pour financer des bâtiments comme celui-ci, composés à la fois de bureaux et d'appartements. Et pour assurer des fondations solides au développement économique du pays, le gouvernement a lancé en 2010 des grands chantiers, construction de routes, de voies ferrées et de lignes à haute tension. La pièce de base de la transformation économique, c'est les infrastructures. Le talon d'Achille de l'Afrique, c'est l'énergie et le manque d'énergie. Le manque de réseaux routiers, le manque d'éléments essentiels pour transformer votre économie. L'Éthiopie est en plein essor avec une croissance à 10% d'après le gouvernement, plutôt 7% pour le Fonds monétaire international. L'État a lancé un vaste programme de crédit d'impôt pour soutenir les investissements. Une stratégie payante, d'autant que l'immobilier représente quasiment la seule opportunité pour les hommes d'affaires. C'est l'investissement le plus attractif du pays actuellement, puisque nous n'avons pas de marché financier fonctionnant convenablement. Ce boom immobilier a favorisé l'arrivée de capitaux étrangers, notamment chinois ou turcs, même si la loi n'autorise que les Éthiopiens à devenir propriétaires. Plus de 4 millions d'emplois ont été créés en 3 ans, notamment dans la construction. En ce qui concerne les affaires, on est bien occupé actuellement, au-delà même de nos capacités. Je recrute de nombreux ouvriers, j'utilise beaucoup de matériaux locaux, de sous-traitants, et grâce à tout cela, nous nous développons tous ensemble, et tout le pays en bénéficie. Chaque jour, de nombreux Éthiopiens migrent des campagnes vers les villes. Mais le chômage reste élevé, 25% au niveau national, et plus de 17% dans les zones urbaines. L'économie va donc devoir se diversifier, car le boom immobilier ne suffira pas à assurer l'avenir d'un pays de 91 millions d'habitants. Nous partons au Nigeria, pays d'Afrique en plein boom économique, notamment grâce à des grandes ressources pétrolières. Le marché de la mode est aussi en pleine expansion. Un marché qui se crée localement en plus de s'exporter. Regardez. Boire une coupe de champagne avant de faire du shopping, ça se passe comme ça à Temple News, un magasin de Lagos ouvert il y a 5 ans. Ces riches Nigérianes y trouvent des vêtements de créateurs étrangers, mais aussi et surtout de stylistes locaux. Nous avons beaucoup de talent au Nigeria. Temple Muse a été créé pour leur offrir une plateforme pour montrer leurs produits. Ce qu'on a fait simplement, c'est de prendre certains des meilleurs designs nigérians et de les exposer côte à côte avec certains des meilleurs designs et marques internationales. Premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria compte beaucoup de grosses fortunes. Pour ces femmes, faire du shopping de luxe à domicile est un plaisir nouveau. Le marché de la mode et de la haute couture s'est professionnalisé au Nigeria ces dernières années. Le prix des robes de soirée commence à plusieurs centaines d'euros. Vous savez, vous voyagez dans d'autres pays. Je voyage beaucoup. Je vais à Miami, Londres. J'ai des amis et de la famille là-bas. Ils me disent « Où as-tu trouvé ça ? C'est fait au Nigeria, je peux pas le croire, c'est super. » Ça a beaucoup changé ces dernières années et on est arrivé à un point où je pense que nous sommes au standard international. C'est super. Lanré fait partie de la dizaine de stylistes en vogue qui s'exportent. Elle produit tous ses articles au Nigeria mais vend aussi à l'étranger, chez Dolce & Gabbana, et prépare une vente à Florence. Selon elle, il reste des progrès à faire pour économiser certains coûts et former une main-d'œuvre locale. On a besoin de plus de professionnalisme en termes de travailleurs qualifiés. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant. On voit des gens qui cherchent à faire des écoles. Ça rendrait l'industrie plus profitable. S'installer au Nigeria est cher et parfois compliqué, mais les grandes marques internationales ne reculent pas pour autant. Hermenegildo Zegna, numéro 1 du mondial du prêt-à-porter haut de gamme pour hommes, a choisi Lagos pour ouvrir sa première franchise en Afrique subsaharienne. Une des idées préconçues a toujours été que le marché du luxe ne peut pas fonctionner ici parce que les Nigérians aiment voyager et qu'ils aiment acheter en dehors du Nigeria, qu'ils aiment l'idée de descendre les Champs-Élysées
ou la Via Monte Napoleone à Milan ou Bond Street à Londres, et qu'on ne peut pas vivre ici. Certes, on ne peut pas répliquer ces rues ici, en tout cas pas pour l'instant, mais on pense que si les Nigérians achètent là-bas, c'est parce qu'il n'y a rien ici. Déjà un des carrefours économiques les plus importants d'Afrique, certains espèrent que Lagos deviendra aussi un des grands carrefours de la mode. Voilà, Business 54, c'est terminé. Rendez-vous ce vendredi, cette fois-ci, avec les enquêtes spéciales présentées par Précis Zonzolo. Quant à moi, on se retrouve le mercredi prochain pour une nouvelle émission. Merci à tous nos téléspectateurs de Luanda en Angola et de Brazzaville depuis l'hôtel Imangui, Bem Marolis. À la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.